Je m'intéresse à lui, à elle, mais aussi à lui, à elle, à eux. Je les observe, les analyse, essaye de comprendre comment ils fonctionnent, car comprendre le monde du vivant qui m'entoure, c'est pouvoir mieux vivre avec lui. Et cette année, c'est la mienne, l'année de la biologie. À tous. Donc, comme John vient de vous dire, j'interviens dans le cadre de l'année de biologie, dans laquelle j'aimerais vous donner un petit aperçu sur la thématique de recherche sur laquelle je travaille et qui concerne une maladie du cerveau qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Donc, je me présente. La diapositive suivante. Donc, je suis le docteur Mounia Chami, je suis chargée de recherche par un organisme de recherche national qui s'appelle l'INSERM. Et je travaille dans un laboratoire CNRS, l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Valbonne-Sophia Antipolis. La thématique d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est de vous donner un petit aperçu sur cette maladie neurodégénérative que je vais définir par la suite, qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Dans mon diaporama, je vais essayer de vous faire un aperçu des mécanismes, donc comment cette maladie va se développer et quelles sont les avancées dans la recherche qui nous permettent d'avoir de nouveaux médicaments pour la guérir. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est quoi? C'est une maladie neurodégénérative. Donc, neurodégénérative, dans le mot neurodégénératif, on a le mot neurodégénératif. Donc, c'est une maladie qui se caractérise par la mort progressive des cellules du cerveau, particulièrement des neurones. Donc, le mot dégénératif, c'est un mot scientifique pour définir la mort, et il y a le mot neuro, la mort des neurones. Donc, ça, c'est la première caractéristique de cette maladie. La deuxième caractéristique, c'est une maladie qu'on définit comme une démence sénile. Une démence sénile, là aussi c'est un gros mot, on ne comprend pas. C'est quoi la démence? La démence sénile, donc il y a le mot sénile, c'est la vieillesse, et la démence, c'est la perte des capacités cognitives et intellectuelles chez un sujet âgé. Donc, pratiquement, tous les individus âgés vont développer cette démence sénile, mais la maladie d'Alzheimer constitue l'une des causes majeures de cette démence sénile, avec bien sûr un développement plus agressif chez les malades Alzheimer que chez un individu qui vieillit normalement. Diapositive suivante. Donc, la maladie d'Alzheimer dans le monde. Ça, c'est quelques chiffres pour vous donner, vous sensibiliser à l'importance d'étudier cette maladie. Donc, c'est une maladie qui touche 35 millions de personnes dans le monde. 115 millions sont estimés pour 2050. Pourquoi? Parce que la population et la qualité de vie actuelle nous fait vivre plus longtemps. Et puisqu'on vit plus longtemps, on a plus de chances, de malchance, de risque d'attraper une maladie neurodégénérative telle que la maladie d'Alzheimer. Donc, avec le gain de la qualité de vie, on vit plus longtemps et malheureusement, on est exposé à avoir développé des maladies qui sont liées à l'âge dans la maladie d'Alzheimer. Et la maladie d'Alzheimer est une des causes majeures des maladies, des démences séniles les plus représentatives dans le monde. Malheureusement, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle curatif. C'est-à-dire, quand on tombe malade, on peut améliorer la qualité de vie, on peut retarder un petit peu l'apparition des symptômes, donc la perte cognitive, la perte de mémoire, mais on ne guérit jamais de la maladie d'Alzheimer. Donc, ce qui fait un défi
sociétale, parce que toute la société en pâtit de cette maladie, parce qu'il y a le malade, mais il y a les aidants, les personnes qui s'occupent des malades. C'est un défi économique, parce que ça coûte cher, la prise en charge de ces malades. Et c'est un défi scientifique, parce que toute la communauté scientifique, elle doit s'atteler à comprendre la maladie pour développer le plus rapidement possible, soit un moyen de la détecter, donc de la diagnostiquer, ou des moyens pour la traiter. Donc, diapositive suivante. En France, le nombre de cas recensés actuellement, qui a été rapporté en 2019, il est de 1,2 million de cas malades Alzheimer. Elle ne sort pas, en fait, du cadre de la qualité de vie qui est améliorée et une augmentation de nombre de cas malades Alzheimer. On s'attend à avoir 2,2 millions de malades Alzheimer dans les années 2050-2060. Encore un chiffre, 225 000 personnes, c'est les personnes diagnostiquées chaque année pour la maladie d'Alzheimer. On a un soupçon qu'on a la maladie d'Alzheimer. Et ce qui est encore plus frappant, c'est qu'on diagnostique un nouveau cas, c'est-à-dire avéré de maladie d'Alzheimer, toutes les 2 minutes 30. Donc, c'est une maladie qui progresse de façon très rapide. De façon sociétale, d'un point de vue sociétal, dans notre entourage, il y a un Français sur 2 qui a dans son entourage, proche ou un petit peu lointain, qui a la maladie d'Alzheimer. Donc, comme je vous ai dit, c'est la deuxième maladie la plus crainte par les Français, après les cancers. Comme elle est liée à l'âge, 16% des gens qui ont 80 ans ont une possibilité de développer une maladie d'Alzheimer. Et ce pourcentage augmente chez les nonagénaires à 41%. Diapositive suivante. Quand on décrit la maladie d'Alzheimer, on veut savoir ses symptômes. Maladie d'Alzheimer, on a la mort des neurones, mais le symptôme qu'on ne voit, on ne voit pas. Le symptôme qu'on aperçoit, c'est que les patients Alzheimer, elles perdent la mémoire. Mais cette mémoire, c'est un paramètre parmi d'autres. Donc, en fait, effectivement, on trouve parmi les symptômes les troubles de mémoire. Mais, comme vous allez voir dans cette diapositive, il y a plusieurs paramètres ou symptômes qui sont associés ou qu'on détecte chez les malades Alzheimer avec une progression. Ce n'est pas que tous ces symptômes apparaissent dès le premier jour qu'on a soupçonné qu'on a la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui se développe lentement et du coup, le patient va devoir affronter ces différentes pathologies, ces différents symptômes de la maladie. On distingue la confusion dans le temps et l'espace. Donc, le patient ne va pas savoir quel jour on est, quelle période de l'année, quel mois on est. Il peut se perdre dans l'espace, dans sa ville, dans son quartier. Il aura des difficultés à exécuter des tâches courantes, même pour se laver, manger, ranger ses vêtements. Il aura une difficulté à reconnaître les objets, leur nom, à quoi ils servent. Il aura également un critère qui n'est pas des moindres, c'est l'isolement sociétal. Il aura tendance à rester dans son coin, à ne pas interagir, même avec les membres de sa famille. Il aura une incapacité à prendre des décisions. Il ne reconnaîtra pas des images, des espaces, même sa propre famille, son propre foyer. Il perdra même la notion de définir des mots. Un objet, comment il s'appelle, il peut le dire à un moment donné de la journée, à un deuxième moment de la journée, il ne saura pas le définir. Donc, tous ces symptômes vont rendre en fait la maladie handicapante et la nécessité d'une prise en charge de ce patient par son entourage et par les aidants. Diapositive suivante. Alors, comment la maladie d'Alzheimer se développe? Dans science, on parle de facteurs de risque. Ces facteurs de risque sont plus ou moins importants pour développer cette maladie. Certains, c'est-à-dire si on l'a, on a un pourcentage ou une possibilité probable de développer la maladie, et d'autres sont certains. Si on a ce facteur-là, on va la développer. Donc, le facteur le plus commun à tous les malades d'Alzheimer, c'est l'âge. À partir de 65 ans, tout le monde peut développer potentiellement
potentiellement une maladie d'Alzheimer. À ce facteur de l'âge se rajoutent des prédispositions génétiques. C'est-à-dire dans notre génome, des gènes constituant le génome, donc nos cellules, il y a des petites variations entre tous les individus. Et ces petites variations, ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont cette même variation vont développer la maladie. Non, cette petite variation, plus d'autres facteurs, vont pouvoir potentiellement aider au développement de la maladie. On a des formes familiales. Là, sans la mutation, il n'y a pas de questionnement. On va sûrement développer la maladie. Sauf que ces cas familiaux, heureusement, ils ne représentent que 2%. Il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer au développement de la maladie, notamment des déficits cognitifs primaires, quelqu'un qui a une difficulté à s'exprimer, à parler, à intégrer des informations pendant tout au long de sa vie, il aura plus de possibilités ou de probabilités de développer cette maladie quand il va vieillir. On a des syndromes, comme le syndrome de Down ou la trisomie 21. C'est une forme de la maladie d'Alzheimer. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Après, il y a le style de vie, le niveau d'éducation. Tous les gens ne peuvent pas être impactés par la maladie d'Alzheimer. Comme on fait appel à un travail cognitif, les gens qui ont sollicité leur cerveau pour les études, pour la découverte de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles langues, de nouveaux mondes, ils auront moins de risques de développer cette maladie. Et d'autres maladies comme le diabète de type 2. Donc, comme vous voyez, différents facteurs peuvent contribuer à la maladie. Le seul facteur certain, c'est le facteur familial. Heureusement, il n'y a que 2%. Mais comme dans notre vie, on est tous différents, on peut avoir ces facteurs de susceptibilité, c'est-à-dire des facteurs de risque qui sont dans notre génome. Et si on rajoute ce facteur de risque à d'autres facteurs, malheureusement, on peut développer cette maladie. Diapositive suivante. Il faut fermer. Voilà. Donc, un peu d'historique. Comment on a découvert la maladie d'Alzheimer? Je vais aller vite parce qu'il y a le texte qui accompagne. Donc, en novembre 1901, le neurologue Alois Alzheimer, elle examine Auguste Deter, qui est une femme de 51 ans, qui souffre de troubles de mémoire, de langage et d'autres troubles psychologiques, la désorientation, des hallucinations. Et l'état de la patiente correspondait à ce qu'on appelait une démence, sauf qu'elle avait que 51 ans. Donc, pour dire que c'est une maladie liée à l'âge, c'était un peu un faux diagnostic. Donc, à l'époque, il la diagnostiqua comme une démence très sénile, avant la vieillesse. Cette patiente, la diapositive suivante, comme je vous ai dit, s'appelle Auguste Deter. Elle décéda le 8 avril 1906 à 54 ans, donc 4 ans après le premier diagnostic par ce monsieur Alois Alzheimer. Et après accord de la famille, là il faut s'approcher, le docteur Alois Alzheimer, il demanda la possibilité d'étudier son cerveau. Et la seule possibilité d'étudier son cerveau, c'est de faire une autopsie une fois qu'elle était décédée. Donc, il a eu accès à son cerveau et la première chose qu'il a remarqué quand il a eu accès à ce cerveau, c'est qu'il y a une grande atrophie de son cerveau, c'est-à-dire qu'il est devenu plus petit et particulièrement au niveau du cortex, donc cette partie superficielle, la première couche qui couvre le cerveau, qu'on appelle le cortex. Il est allé plus loin pour pouvoir, ça c'est une vision macroscopique, donc il sort le cerveau, il voit ce cerveau petit, et il va dire, je veux voir qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau. Donc il réalisa des coupes très très fines de ce cerveau, et c'est faisable. Alors il n'a pas coupé tout le cerveau en tranches, mais des petites zones du cerveau étaient suffisantes pour se rendre compte que, en parallèle avec l'atrophie du cerveau, donc cette petite taille-là de cerveau, il a remarqué, la diapositive suivante, qu'il y avait des inclusions, c'est-à-dire des petites taches qui sont entre les neurones et dans les neurones. Ces petites taches, elles étaient déjà décrites à l'époque, mais jamais attribuées à une maladie
qu'on appela par la suite, en fait, qu'on va appeler par la suite la maladie d'Alzheimer. Donc d'abord, il s'est amusé donc, au microscope, il a coloré ces petites tranches de cerveau et il s'est amusé à dessiner ces différents dépôts qu'il y a dans les tranches de cerveau et qu'il a appelé les dégénérescences neurofibrillaires ou DNS. Donc c'est des petites flammes qu'il a dessinées à l'époque et qu'on retrouve dans ces coupes de cerveau qui sont présentes de la même manière que Alois Alzheimer les a présentées. En plus de ces formes des petites bougies, des petites flammes qui sont dans les neurones, donc à l'intérieur des neurones, il a remarqué la présence de taches, de grosses taches, qu'il a appelées les plaques séniles ou les plaques amyloïdes. Suivant. Donc, pratiquement, si on revient à la vision globale, on a l'individu sain, il a en fait son cerveau, on a la petite tranche de cerveau, si on regarde au microscope, on va identifier plusieurs types de cellules, parmi lesquelles il y a le neurone. Le neurone sain, il est caractérisé par cette partie longue qu'on appelle l'axone et qui va conduire l'information du noyau vers ses terminaisons. Et un neurone sain, il doit avoir ces différentes protubérances qui va lui permettre de se connecter aux neurones avoisinants. Qu'est-ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer? On a d'abord une atrophie du cerveau. Donc, le cerveau devient plus petit. Cette atrophie, elle atteint plusieurs régions du cerveau qui sont nécessaires pour la mémoire et pour l'encodage de cette mémoire en action. Donc, la mémoire, c'est au niveau des zones qu'on appelle l'hippocampe. Et pour coder cette mémoire, il y a le cortex. Les deux régions sont intactes, plus d'autres régions que je ne vais pas rentrer en fait dans les détails, qu'on appelle l'élargissement des ventricules. Quand on va là aussi par une approche microscopique, on voit ce qui se passe dans la tranche, dans les cellules constituant le cerveau, dans le neurone, on va retrouver ces petits dépôts à l'intérieur qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires, et on va retrouver ces dépôts qui sont à l'extérieur, qu'on appelle les plaques amyloïdes. Et les deux vont participer à la mort du neurone. Donc, le conduit n'est plus intact, il est interrompu. Les différentes connexions ou les points de contact de neurones avec les neurones avoisinants sont perturbés. Diapositive suivante. C'est là où on arrive à la communication neuronale. Donc, la communication neuronale, comment ça se passe? Il faut savoir que dans un cerveau, on a 86 milliards de neurones. Ces 86 milliards de neurones vont se connecter entre eux pour former ce qu'on appelle une synapse. Une synapse, c'est quoi? C'est un point de contact entre un neurone 1 et un neurone 2. Elle permet la transmission. Donc, en fait, je vois, donc j'interprète et donc, effectivement, je regarde et je définis l'objet. Le stockage de l'information, j'apprends une information, cette synapse, elle est nécessaire pour que cette information soit intégrée et acquise et que je peux la ressortir à un autre moment de la journée ou de la vie. Et j'exécute des informations. Je suis capable de réagir à une question, à une fonction, marcher, exécuter. Donc, comme je vous ai dit, la synapse elle est formée par un bouton d'un neurone, un bouton terminal d'un neurone 1 et d'un bouton terminal d'un neurone 2. Et leur communication se fait par, c'est appelé comme ça, un messager. C'est des petites molécules qui vont sortir du neurone 1, qui vont se fixer sur le neurone 2, et la quantité de cette molécule, le type de ce molécule va définir l'action. Et le type de neurone va définir une action de déplacement ou autre. Là aussi, en chiffres, il y a 10 000 milliards de synapses dans un centimètre cube de cerveau humain. Donc, c'est juste pour vous permettre de rendre compte de la complexité du cerveau et de la complexité des tâches qu'il va exécuter et de l'importance de chaque synapse dans l'exécution de ces différentes tâches. Ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, je vous ai dit, c'est une mort des neurones. Donc, on part d'un neurone sain
avec toutes ces arborescences qui communiquent avec les cellules avoisinantes. Et au fur et à mesure du développement de la maladie, on va avoir ces dépôts que j'ai dit amyloïdes à l'extérieur du neurone. Et ces dépôts vont entraîner l'accumulation d'autres dépôts à l'intérieur du neurone, qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires en rouge. Et c'est l'association de ces deux types de dépôts qui vont conduire à la mort du neurone et à la neurodégénérescence accompagnant la maladie d'Alzheimer. C'est un peu complexe, mais il faut que vous vous rendiez compte quand la maladie d'Alzheimer, on ne la développe pas du jour au lendemain. Pratiquement, il faut des dizaines d'années, une vingtaine d'années pour développer la maladie d'Alzheimer, voire une trentaine d'années. Depuis le moment où on l'a diagnostiqué, on sait qu'on a les premiers symptômes jusqu'au moment où on est réellement malade. Et donc, je reviens toujours à ces deux marqueurs, les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Pourquoi la maladie progresse? Parce qu'elle débute dans une zone du cerveau et au fur et à mesure qu'on vieillit, que la maladie se développe, en fait, on envahit ces types de dépôts vont envahir la totalité du cerveau. Et comme les deux sont importants au développement de la maladie, on a une concordance presque entre le développement de ces plaques amyloïdes et des dégénérescences neurofibrillaires qui vont petit à petit progresser pour envahir la totalité du cerveau. Et quand le patient va voir en fait son médecin, son neurologue, on espère qu'il va le plus tôt possible pour pouvoir réagir et trouver un moyen de ralentir la progression de la maladie. Toujours en restant sur ces deux marqueurs, ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, je vous ai parlé de dépôts, donc c'est des produits, c'est des petites protéines, des grosses protéines qui vont s'accumuler. Le deuxième paramètre, c'est la mort des neurones. Les deux sont liés. Plus on va accumuler de plaques amyloïdes, de dégénérescence neurofibrillaire, plus on a un fonctionnement des neurones qui va diminuer parce que les neurones vont mourir. Et c'est l'association de la mort neuronale et de ces dépôts qui va définir le stade de la maladie. Et définir le stade de la maladie, on a plusieurs paramètres, comme je vous ai dit, ils peuvent en fait donc s'échelonner entre pas de maladie jusqu'au stade sévère où on a le non-retour en fait de la maladie. Je reviens en fait à la chronologie de nos connaissances sur la maladie d'Alzheimer et l'importance de la recherche dans la compréhension de ces maladies et donc le développement soit de moyens pour la détecter, la diagnostiquer ou des moyens pour la guérir. On est parti de 1907 à 1960 où le docteur Alois Alzheimer, il a fait la première description de la maladie avec une atrophie du cerveau, des dépôts anormaux dans et autour des cellules nerveuses. Suivant. Entre 1970 et 1979, il y a eu des données, ce qu'on appelle épidémiologiques. C'est-à-dire, on s'est intéressé combien de malades il y a dans la population âgée. Et on s'est rendu compte, et on a défini, que la maladie d'Alzheimer est la première cause de démence. Parce qu'on a fait cette analyse épidémiologique, on a compté dans chaque pays, dans chaque hôpital, le nombre de malades qu'on diagnostique par une démence et combien ils développent la maladie d'Alzheimer. Entre 1980 et 1989, on a acquis une expérience, une connaissance de cette maladie, les différents stades, parce qu'on a eu accès également à des cerveaux post-mortem. Donc, c'est des donations des familles qui ont eu dans leur entourage un malade Alzheimer, qui ont donné le rapport à explorer ce qui se passe dans le cerveau de malade Alzheimer. Et donc, à partir de là, la recherche s'est développée pour comprendre comment on développe ces petites tâches au niveau du cerveau. Effectivement, on a eu, en fait, à cette époque-là, la description des premières formes familiales. Les formes familiales, c'est-à-dire, si vous avez cette mutation, à coup sûr, vous allez développer une maladie d'Alzheimer. Et cette forme familiale, bien qu'elle représente 2%,
au moins on a identifié les gènes qui sont responsables de la production de ce peptide toxique. Alors, c'est des noms qui ne vous disent rien, APP ou PS1, PS2, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des mutations dans la protéine qui produit le fragment et des mutations dans des petits ciseaux qui vont couper cette protéine et produire le petit peptide jaune que vous voyez là, qui va former les plaques. Donc, pratiquement, ces deux types de mutations vont augmenter la quantité de ce peptide-là et il va former des plaques. Donc, forcément, les individus qui ont ce type de mutation, ils vont développer de façon beaucoup plus agressive, de façon beaucoup plus précoce, ces plaques amyloïdes, et donc ils vont développer de façon plus précoce la maladie d'Alzheimer. Entre 1990 et 1999, on a développé les premiers tests cliniques et les premiers traitements. On dit, c'est très bien, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on est avec des traitements qui peuvent guérir la maladie d'Alzheimer. Sauf que tous les traitements qu'on a mis en place, ils sont soit inefficaces, soit ils ont des effets secondaires. On guérit quelque chose, on réduit, il n'y a pas de guérison, on réduit par exemple les dépôts, mais on cause d'autres effets délétères sur l'organisme. Donc, ils ont été assez rapidement abandonnés ou en fait, notamment la France, elle a décidé que le bénéfice-risque d'utiliser ces médicaments n'est pas justifié. Elle les a même retirés du marché. Entre 1993 et 2009, on a découvert que la maladie n'est pas uniquement liée à ce peptide amyloïde bêta et donc ces plaques extracellulaires, enfin entre les neurones et dans les neurones, et qu'il y a d'autres facteurs. Donc, il s'agit d'une maladie, on peut dire, multifactorielle. Plusieurs facteurs, plusieurs perturbations dans le neurone peuvent donner une maladie d'Alzheimer. Et on a identifié pour la première fois un cas de susceptibilité. C'est-à-dire, si on a une mutation au niveau d'un gène, de ce gène-là, on a plus de risques à développer la maladie. Et là, je vous dis, en fonction des autres paramètres externes. Cette découverte a encouragé les chercheurs à aller chercher, à aller identifier d'autres gènes de prédisposition à développer la maladie. Et en effet, entre diapositive suivante, depuis 2009, on a identifié 30 autres gènes. Et on a bien défini que la maladie, elle est multifactorielle. Et on a développé, élaboré des tests diagnostiques, psychologiques, imagerie, moléculaires pour détecter au plus tôt la maladie d'Alzheimer. Et depuis juillet de l'année dernière, il y a un médicament qui a été mis sur le marché, mais uniquement aux États-Unis, et on va voir s'il va avoir tous les accords nécessaires pour être utilisé en France. Diapositive suivante. Ça, c'est l'ensemble de batteries de tests pour diagnostiquer la maladie. D'abord, le rendez-vous chez le neurologue avec une batterie de tests psychologiques, de mémoire, qui vont être réalisés. Le malade peut avoir, par la suite, en fonction des résultats de ces tests neurologiques, d'avoir des prélèvements, soit du liquide cérébrospinal, soit du sang, qui vont permettre de dire est-ce qu'on a ce peptide toxique, est-ce qu'on a ces protéines qui forment des agrégats dans les neurones. Et on a de l'imagerie, c'est-à-dire on est capable de marquer ce peptide dans le cerveau du malade, on donne quelque chose dans la perfusion, on marque ce peptide et on va voir combien il y en a. Plus c'est rouge, plus il y en a. Donc vous pouvez imaginer qu'il s'agit là d'un cerveau sain et ici d'un cerveau Alzheimer. Pour la thérapie, diapositive suivante, au lieu d'attaquer un seul type de ce peptide qui forme ces agrégats, aux États-Unis, ce qu'ils utilisent actuellement, c'est un médicament qui s'appelle l'aducanumab et qui va s'attaquer à différentes formes de ce peptide qui forment des taches, comme des petites poubelles là, qui va attaquer, qui va les désagréger pour rendre le neurone sain. Diapositive suivante. Comment on étudie la maladie dans nos laboratoires? On a plusieurs systèmes. Alors, il y a des mots que vous allez entendre comme in vitro.
vitro, c'est-à-dire on a une boîte de pétri, on met dedans des cellules, des neurones d'origine humaine, on va les rendre Alzheimer en quelque sorte, c'est-à-dire en mettant ce peptide toxique, et on va voir qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la cellule unique, qu'est-ce qui se passe. On a accès à des cerveaux, des échantillons de cerveaux humains, on peut faire post-mortem, sur lesquels on peut réaliser des cours pour voir quelle est la localisation, quelle est la quantité de ce type de peptide, il est où, combien il y en a, etc. Et après, on a accès à des petites souris qu'on a rendues, malheureusement, Alzheimer. Donc, pour la science, on les a rendues Alzheimer et ils nous aident à déterminer et même à tester des molécules médicaments. Donc, ces petites souris, elles sont malades d'Alzheimer, on va leur administrer des médicaments et on va voir comment elles vont se comporter par rapport à la présence de ces médicaments versus une souris qui n'a pas eu ce type de médicament. Et je vous ai donné 2 exemples de tests qu'on peut faire sur les souris. Diapositive suivante. Il faut savoir que chaque... malheureusement, il n'y a pas le bras. Il faut savoir que chaque test sur un animal de laboratoire, on peut le faire que si on a une autorisation à l'expérimentation animale, qu'on suit une éthique de bien-être animal et qu'on est formé. Donc ça, c'est une première condition de base pour un chercheur pour pouvoir réaliser des expériences sur le petit animal. Le premier test, c'est que le petit animal est dans une petite piscine où il va s'orienter dans l'espace pour trouver un échappatoire qui s'appelle la plateforme. Donc, on va suivre l'animal traité versus le contrôle pour voir en combien de temps il va trouver cette petite plateforme. Et s'il est traité, est-ce qu'il va aller plus rapidement, en moins de jours, à comprendre où est localisée cette plateforme. Le deuxième aspect, le dernier, c'est un test de reconnaissance d'objets. Donc, la petite souris, elle se définit par être curieuse. Donc, on va la mettre dans un petit premier box avec 2 éléments différents. Elle va s'habituer dans ces petites cages à ces 2 éléments et elle va aller voir visiter cet élément et cet élément de façon identique. Le deuxième jour, on la met dans la même box, mais cette fois-ci en gardant un objet qu'elle a déjà vu et un nouvel objet nouveau. Si elle a cette capacité curieuse et qu'elle sait que c'est un nouveau objet, bah forcément, et qu'elle n'est pas malade, elle va aller visiter le nouveau objet plus que l'objet qu'elle a connu auparavant. Bah, une souris malade, elle va aller visiter de façon presque identique les 2 objets. Une souris malade traitée, bah, elle va aller visiter cet objet-là plus que l'objet familier. Donc, on a accès à plusieurs tests de ce type, plus les aspects, comme je vous ai dit, de voir si le neurone meurt, s'il y a des plaques, s'il y a quelque chose qui se passe dans les communications entre les neurones, qui permettent d'avoir une vision globale sur la maladie, comment elle se développe, et qui nous permet d'avoir des hypothèses et de tester de nouvelles approches thérapeutiques. Et je pense que j'ai fini là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.